Donc bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette semaine du 21 avril, où comme toujours on va tisser du sens en lien avec les configurations planétaires, où on va essayer aussi de regarder les différents niveaux symboliques, parce que vous allez le voir, les deux aspects ou les deux configurations qui sont très présentes cette semaine, c'est pas des moindres, puisqu'on a Vénus conjoint Saturne et on a aussi une tension qui se crée entre Mars et Pluton, où vient s'ajouter en plus en carré le Soleil, donc il y a quelque chose qui peut montrer un climax et à la fois une résolution, puisque ces deux aspects viennent terminer quelque chose, puisque Mars a été rétrograde et Vénus a été rétrograde, donc on les a déjà rencontrés. Donc je vais aussi vous donner les dates pour que vous puissiez corréler à peu près à ces dates ce qui se passait. Et pour ceux qui ont noté ou qui, ça va dépendre aussi de votre thème, si vous étiez plus en lien avec Vénus ou en lien avec Mars, ça, c'est d'autres techniques qui nous permettent de savoir, comme je vous le dis souvent, l'astrologie ancienne aimait beaucoup qualifier le temps, mais pas seulement le quantifier. Et c'est vrai qu'il y avait certaines parties du temps qui étaient attribuées à certaines planètes au moment de notre anniversaire. Hein, c'est ce qu'on appelle les profections annuelles. Et vous avez aussi des techniques comme on appelle la libération zodiacale ou aussi Fidaria, qui là vraiment allait créer des grands chapitres de vie avec des sous-chapitres et des sous-sous-chapitres. Hein, mais qui étaient sur des plus grandes durées. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu, si on veut aller dans le détail de l'astrologie, il faut approfondir ces techniques des fois pour être plus précis. Mais déjà, prenez ce qui résonne dans vos microcosmes et je vous laisse comme toujours libre de tisser des ponts avec ce que vous pouvez aussi observer à l'extérieur de vous, hein, puisque mon approche est plus centrée, pas que sur l'individu, puisque j'ai pour moi la conviction que l'astrologie nous libère aussi de qui on est et qu'on est là pour se libérer de nos planètes et participer à quelque chose de plus grand que nous. Mais en tout cas, je pars de ce micro ou de notre petite intériorité, entre guillemets, connectée au grand cycle. Donc pour commencer, et je reviendrai aussi sur l'entrée du Soleil en Taureau, mais pour des vues un peu plus pédagogiques ou en tout cas didactiques, on va regarder d'abord donc Vénus conjoint à Saturne. Donc Vénus conjoint à Saturne en Poisson, on a déjà eu leur premier point de contact. Vous pouvez penser à une œuvre de théâtre peut-être. Donc c'est le premier acte et il était le 19 janvier. Le climax était il n'y a pas si longtemps, le 7 avril. Et le dénouement est le 25 avril, donc qui est dans la nuit de jeudi à vendredi pour la France. Donc plus exactement peut-être vendredi. Je me confonds un peu, je suis désolée avec le décalage horaire parfois. Donc quand je dis le dernier axe, alors il y a une libération, mais souvent moi ce que j'ai remarqué avec les planètes, c'est qu'elles aiment un peu nous titiller pour savoir si on a bien compris la leçon. Donc, on va essayer de voir que peut nous dire Vénus et Saturne. Alors, c'est vrai que Vénus et Saturne, généralement, intuitivement, on sent bien qu'il y a quelque chose dans leur dialogue ensemble, ou en tout cas dans leur réunion, qui peut être un petit peu, je ne sais pas si c'est contre-intuitif, mais Vénus, qui est la gardienne du lien, qui est ce qu'elle veut magnétiser à elle, qui est l'espace de beauté, en Poisson, l'exaltation des sens, du plaisir, l'idéal de l'amour, l'envie de transcender quelque chose, rencontre Saturne. Alors oui, il est en Poisson, donc il est dans un signe où il nage un peu pour poser ses limites et pour poser son cadre, mais il reste quand même le principe archétypal de la limite, de la frontière, de la structure, de la contraction. Hein. Souvent, les aspects, là je vais faire un écho au thème de naissance, quand on a Vénus-Saturne, on peut avoir la sensation souvent que Saturne vient inhiber Vénus, vient lui donner l'impression qu'il y a un interdit. Alors, vous pourrez me questionner ou m'argumenter, est-ce que c'est pas des fois l'inverse? Alors, ça dépend. Souvent, quand même, dans la plupart du temps, je pense, de par le contexte aussi, ou le poids saturnien dans notre société de certaines règles, et aussi la vision de l'astrologie ancienne, même de Vénus, qui apportait toujours la licence et les mœurs légers, et qui allait vous affaiblir le discernement de votre esprit, on a quand même un biais vénusien, hein, où Saturne souvent a plus facilement de possible de la contrôler et de l'inhiber. Il peut aussi lui donner l'impression qu'il y a un prix à payer dans l'amour, que les choses doivent être difficiles. Alors, je parle de l'amour pour Vénus, mais ça peut être aussi l'inhibition de notre créativité, l'inhibition de notre spontanéité, la sensation d'interdiction à profiter, à jouir, au plaisir, à se sentir relié à quelque chose de plus grand. Vénus, dans l'astrologie ancienne,
vous la retrouvez aussi reliée à une forme de dévotion, c'est-à-dire qu'elle va aussi avoir une participation dans relier les gens entre eux pour aussi la religion qui vient de relier, mais elle va vous insuffler ce désir, cette envie, cette joie, cette légèreté. Elle est très légère, c'est elle qui régit les jeux, G-E-U-X, c'est elle qui régit aussi les plaisirs, l'oisiveté, tous les plaisirs en lien avec la sensualité et la sexualité appartiennent à Vénus. Donc c'est vrai que Saturne, il pourrait représenter, vous savez, la police des mœurs ou le censeur intérieur qui viendrait inhiber certaines fonctions vénusiennes. Là, comme on est aux dernières rencontres, au dernier acte, normalement, ils ont réussi, surtout qu'il y a le nœud nord qui nous montre un petit peu l'étoile du nord. Donc il y a quelque chose dans cette conjonction pour nous-mêmes, mais aussi pour le collectif à apprendre. Donc que pourrait être la beauté de Vénus-Saturne avec le nœud nord? Bah, moi, ce qui me venait, en écrivant, en préparant la vidéo, c'était vraiment de prendre au sérieux Vénus. Vous savez, prendre le contre-pied là où Saturne va dire justement à Vénus qu'elle n'est pas sérieuse. Saturne, il nous demande souvent de répondre de quelque chose. Et là, dans le poisson, c'est vraiment répondre des muses, répondre de notre intuition, répondre quand on a reconnu en profondeur une âme, répondre quand on a je sais pas, qu'on a eu cet élan créatif où on s'est dit, mais je vais reprendre la musique, ou je vais étudier, alors c'est peut-être pas étudier avec Vénus, mais où je vais m'exercer dans cet art, où je vais danser pour la vie, où je vais chanter pour le monde. Hein. Donc, quelque part, comme si c'était sérieux, dans le sens qu'il y avait une sorte de gravité qui d'habitude, avec Saturne, nous met plus dans un état un peu splénique, du spleen, de la mélancolie. Hein, on avait vu Saturne et la bile noire aussi, hein, donc qui vient plus nous rendre tristes, nous rendre un petit peu dépressifs, nous alourdir quelque chose. Là, c'est comme si la maturité de Saturne sur Vénus, ça pourrait être, il est temps de réenchanter quelque chose, d'écouter le silence de Saturne en Poisson, que j'ai souvent associé, c'est ce qui me venait beaucoup, mais d'écouter le silence parce que ça laisse la place aux muses, ça laisse non pas la place aux sirènes de l'enchantement, ça ce serait l'ombre en effet de Vénus en Poisson, hein, ce serait, comme je vous disais, le chant des sirènes qui du coup nous immobilise et qui nous empêche aussi de rejoindre la rive de la réalité et de vraiment utiliser les inspirations qu'on peut avoir avec une Vénus en Poisson quand on est sous l'eau ou quand on est vraiment dans une expérience de participation mystique à quelque chose de plus grand. Hein. Il y a aussi un domaine dans le volet amoureux où Vénus-Saturne nous apprend la maturité, c'est-à-dire la maturité, le temps. Là où Vénus en Poisson peut être dans cette exaltation du sentiment et tomber amoureuse toutes les 4 matins, entre guillemets, hein, je vais offenser personne qui a Vénus en Poisson dans son thème, mais il y a cette quête un peu d'un idéal de l'amour, donc d'être un amoureux de l'amour. Oui, c'est ça. Hein. Et Saturne va nous exiger de le descendre dans la matière, de faire face à la réalité, d'être présent à ce qu'on a envie de créer, j'allais dire, dans notre expression amoureuse, créative, artistique, la responsabilité du lien, hein, mais sans pour autant l'assécher, qui serait vraiment l'ombre de Saturne, hein, qui viendrait assécher, mettre de la froideur, mettre de la distance. Donc, comme vous le voyez, c'est un défi avec le nœud nord qui nous est demandé peut-être de relever en termes de potentialité, de prendre au sérieux Vénus, j'allais dire, et de prendre au sérieux l'amour, mais dans le sens pas de sérieux, mais d'y répondre. Vous l'aurez compris, je me répète. Pourquoi? Vous allez voir ce qui arrive euh, dans le reste de la semaine, même qui est d'ailleurs, il y a un petit peu la conjonction Vénus-Saturne a lieu pareil dans la nuit de mercredi à jeudi pour la France. Hein. Pour moi, je crois que c'est à 6 heures du soir, donc c'est ça, ça doit faire 2 heures du matin le jeudi pour la France. Et on est quand même dans une semaine. Alors oui, le Soleil est rentré en taureau, hein, donc le Soleil en taureau, il est régi par Vénus. Le Soleil en taureau, il viendrait contenir quelque chose qui a été dans le feu du bélier, hein, où là le soleil est exalté dans le signe du bélier avec tout ce qu'on a vu qui est dans le bélier, donc dans cette envie de commencer quelque chose. C'est vrai que normalement le taureau vient être un signe lié à la présence, c'est la coupe, hein, avec bien sûr toujours les défis du taureau, c'est de vouloir se sécuriser dans une coupe qui va le rendre trop attaché aux possessions, à la matière, au plaisir, au désir. Donc je trouve ça aussi intéressant
que le Soleil soit en taureau et Vénus soit conjoint à Saturne, hein. On apprend aussi à modérer cela tout en étant dans cette reliance aussi au taureau, qui est la reliance du vivant, qui est la reliance de la nature. Et il faudra que je vous montre un jour ma vue, qui est vraiment cette reliance du vert, vous savez, de participer aussi à cette force de vie. Alors, le soleil va aussi représenter l'idéal de la lumière. C'est le symbole en taureau de la coupe. Et ce qui me venait en préparant la vidéo, et j'espère que vous n'allez pas trouver ça trop alambiqué ou je ne sais pas, c'est cette idée que le Soleil va être en carré à Pluton et va être en carré à Mars. Alors, il est en carré à Mars dimanche 20 avril et, et Mars est opposé à Pluton le 27 avril. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette tension, dans ce qu'on appelle un T carré. Un T carré, c'est parce que vous avez le Soleil qui est à la fois en carré à Mars et en carré à Pluton, et que Pluton et le Mars sont en opposition, hein, donc ça vous fait deux angles de 90, donc c'est un aspect de tension, avec quand même deux planètes qui sont pas des moindres, qui viennent un petit peu troubler la paix d'un Soleil en taureau, qui aurait juste envie d'être tranquille et de profiter de la vie, de profiter de la nature et de profiter des plaisirs vénusiens. En plus, Saturne lui a dit que c'était sérieux d'en profiter. Donc il se dit, là, je peux prendre au sérieux. Et à la fois, le symbole aussi du Soleil en taureau, c'est la coupe de l'alchimiste, hein. Rappelez-vous, pour comprendre un signe, on doit comprendre le signe d'en face, où on a le Scorpion. Donc, dans le Scorpion, vous avez tout ce rapport à ce qui est énergétique, à ce qui est invisible, à ce qui se transforme. Et comme m'avait dit une de mes profs dans mes études jungiennes, sans contenant, on ne peut pas faire d'opération alchimique. S'il n'y a pas d'alambic, s'il n'y a pas de contenant, vous avez beau vouloir essayer de transmuter la matière, d'essayer de justement ce qu'on appelle la prima materia, c'est ce matériau confus qu'on essaye soit d'assainir pour en extraire l'or et la qualité, ça ne fonctionne pas quand vous n'avez pas de contenant. Donc on pourrait voir aussi le soleil qui illumine le taureau comme étant notre contenant actuel pour pouvoir réaliser une opération et pas des moindres, c'est d'aller oser regarder Mars en Lion opposé à Pluton en Verseau, qui est comme, je vous l'avais dit, la même chose un petit peu pour Vénus-Saturne, la fin d'un triptyque. Le premier triptyque, le premier acte a eu lieu le 3 novembre, où Mars était en Cancer, à 24 degrés du Cancer. Il a eu lieu aussi le deuxième, le climax, le 3 janvier. Donc là, ceux qui sont plus au courant de l'actualité internationale, il y a des liens intéressants à faire. À 1 degré du Lion, et il était rétrograde. Et là, il aura lieu le 27 avril à 3 degrés du Lion et 3 degrés du Verseau. Donc tous ceux qui ont entre eux, on va prendre une orbe de à 5 degrés du Lion, du Verseau, du Taureau et du Scorpion, peuvent être particulièrement touchés par cette opération. Mais je pense que tous, où on a l'axe Lion-Verseau, on est mis face à une tension qui peut être très constructive, qui peut libérer énormément d'énergie, hein, quelque chose d'un peu volcanique. Et on sait que c'est des fois bien que les volcans libèrent de l'énergie, surtout pour la Terre, hein. Mais c'est vrai que ça peut nous mettre aussi dans une surtout quand vous avez une opposition entre deux planètes aussi fortes, c'est difficile souvent d'aller voir quel peut être l'appel à l'intérieur de nous à alchimiser. On va vraiment le voir dans une tension extérieure ou dans des figures dans nos vies qui vont matérialiser ou incarner, pardon, plutôt, soit Mars, soit Pluton. Généralement, on a plus tendance à projeter Pluton. Pourquoi? Parce qu'on le verra, c'est la force de l'invisible. Il y a aussi quelque chose pour reprendre et tisser du sens avec ma vidéo précédente, quelque chose, je vais reprendre mes fameux chevaliers du Graal, vous allez voir, c'est que ce qui va motiver la quête du Graal, c'est que la Terre est malade, hein. Donc il y a l'idée aussi que de pouvoir trouver le Graal, ça permettra aussi de régénérer la Terre. Donc là, c'est intéressant, c'est-à-dire que dans l'exercice de notre volonté personnelle, avec une sorte de volonté impersonnelle symbolisée par Pluton, il y a la possibilité de cette œuvre alchimique de régénérer la Terre, donc la Terre du Taureau. Donc la Terre du Taureau, au niveau individuel, c'est la Terre de nos valeurs, c'est une sorte de paix et d'harmonie, se dire je me sens en sécurité. Vous savez, c'est pour ça que je fais je parle beaucoup avec mes mains, mais cette sensation de se sentir soutenu par la vie, par nos propres corps, et surtout au niveau du symbolique, quand même, le taureau est une ode à la grande déesse mère,
à la coupe de vie, à se sentir en sécurité, en sécurité, parce que la vie va pourvoir, parce qu'on se sent relié au grand cycle du vivant et parce qu'on se sent participer à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc c'est intéressant, vous avez deux personnages dans cette quête qui doivent se regarder et qui se font face. Donc vous avez un Mars-en-Lion qui, c'est certain, est très beau et très noble de cœur, mais dans la mythologie, Mars est toujours une force un petit peu brute de pomme, et si elle n'a pas intégré, j'allais dire, si elle n'a pas intégré sa vraie force que Pluton va lui montrer, elle peut être très maladroite. Regardez, si vous lisez la mythologie des héros solaires ou la mythologie même de Mars, souvent ils sont un peu maladroits. Alors, vous pouvez prendre Orion, ils se font en plus souvent, finalement, ce qui court à leur perte, c'est leurs propres ombres qu'ils n'ont pas vues, hein. Euh, Vous pouvez prendre aussi Héraclès, qui est un héros solaire et qui, quand même, rentre d'un combat avec l'Hydre. Il a vaincu quelque chose, il a illuminé l'Hydre, justement, il a illuminé les forces, mais il ne fait pas attention dans une des versions du mythe, hein, il y a plusieurs versions sur ce mythe avec Chiron, et donc il blesse accidentellement son propre mentor. Donc, ils ont un côté un peu maladroit, un peu trébuchant, comme s'il y a une force, des fois, hein, la force martienne, qui peut être la force de notre colère, qui peut être notre impulsion instinctive, qui peut être des désirs sexuels, comme pour Orion, qui finalement a violé sa promise et qui sera piqué à sang-froid par un scorpion. Hein, c'était Lys Green qui montrait ça, que finalement, Orion a été aussi piqué par sa propre ombre de force non maîtrisée, puisque le scorpion est aussi un symbole parfois de la sexualité. Hein. Et pourtant, la beauté d'un Mars en Lion, et je vous l'ai dit si vous voulez écouter la vidéo précédente, c'est cette sorte de fureur divine, hein, que vous allez retrouver dans des anciens textes, de se dire il y a quelque chose il y a quelque chose qui est malade, hein. Et vous avez aussi certaines versions du Graal où on dit que finalement la quête du Graal a été créée parce que comme il n'y avait plus de guerre, et comme il n'y avait plus de nobles causes, bah, les chevaliers commençaient à utiliser plutôt la fonction martienne dans ses bas instincts, donc à se quereller entre eux ou aller un peu abuser de certaines, je crois, de certaines terres, soit en se volant les terres, soit même des femmes. Hein. Donc la réponse dans certains textes de la quête du Graal, c'est finalement ce besoin d'une quête héroïque qui a une noble cause. Hein. Seulement, là, qu'est-ce qu'on va faire face? On va faire face à Pluton. Pluton, c'est la puissance invisible, c'est le pouvoir qui est toujours sous le dessous, et tout ce que on refoule dans Pluton, c'est-à-dire toutes les colères qu'on réprime, toutes les quêtes héroïques qu'on réprime, toute la fureur, mais la fureur divine, tous nos enthousiasmes, tous nos élans, tous nos désirs aussi de vouloir conquérir quelque chose, plus vous les refoulez, plus vous nourrissez Pluton et plus il devient fort. Hein. Donc Pluton, généralement, sa force vient d'exister dans l'ombre. Et là, petit clin d'œil à Sophia, avec qui on fait le podcast d'Alchimie du ciel, où c'est quelque chose souvent dont on avait parlé dans nos conversations off, même en lien avec des choses qui peuvent se passer sur la scène internationale, c'était cette idée que finalement, du moment que vous illuminez Pluton, il perd de sa force. Hein. Par contre, mon propos aussi, c'est de montrer qu'il y a une richesse cachée dans Pluton. Et d'ailleurs, un des épithètes de Pluton, c'est Plutus, qui est la richesse cachée, la richesse qui vit sous le dessous. Donc là, c'est intéressant parce que vous avez énormément de symbolisme. Du coup, mon cerveau arborescent s'est amusé, mais j'espère vous en donner ce qui est essentiel. Et puis, j'écrirai un texte aussi dessus que je vous invite à lire dans ma newsletter pour le dire différemment ou avec d'autres mots. Quelle peut être l'ombre d'un Mars en Lion? Mars en Lion, il sert le soleil, donc il sert les héros qui veulent chercher dans leur quête de laisser quelque chose en nous qui restera immortel. Vous avez en face Pluton. Pluton, c'est la conscience de la mort, des cycles et de l'impermanence. Donc là, c'est intéressant. Ça veut dire que là où on a ce désir de se régénérer ou d'aller vers une nouvelle quête, comment on motive nos actions, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir dans ce monde, on est quelque part obligé de faire face, peut-être d'une manière cachée, parce que Pluton, il revient souvent dans nos vies par des angoisses, par des peurs, par quelque chose aussi de très archaïque,
des peurs, vous savez, de sobrevivencia, des peurs de survivance, pardon, c'est pas du tout français. Vous allez trouver le mot à ma place. Vous savez, toutes les peurs de manque. Il y a quelque chose de très tribal, de très clanesque dans Pluton, de vraiment vouloir la survie. Hein. Et du coup, quand vous avez un chevalier aussi solaire d'un Mars en Lion qui pourrait un petit peu se prendre aussi dans un délire d'orgueil, de vouloir laisser une trace immortelle, Pluton va le ramener souvent sans s'en rendre compte, hein, Pluton il a souvent une cape d'invisibilité, il va vous faire remonter beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse pour aller vous interroger sur vos motivations profondes et aussi, je pense, puisque le Soleil est en Taureau, dans un signe qui nous parle de profiter de la vie parce qu'en face on a conscience de l'impermanence des choses, nous rappeler qu'on est là que de passage. Alors je sais que c'est jamais très drôle à entendre, mais on est là temporairement. Donc comment on va utiliser notre motivation, qu'est-ce qu'on va avoir envie de construire, qu'est-ce qu'on va défendre comme idéaux pour en effet laisser une trace qui est noble et belle, pour permettre, hein, ça c'est Mars en Lion, de faire que ce monde, et surtout avec un soleil en taureau, que la Terre puisse se régénérer pour ce qui est à venir, mais en accueillant et peut-être en apprivoisant ces forces de Pluton. Pluton va aussi représenter les endroits où on pourrait se laisser séduire par les magiciens noirs. Il y a une version de Percival, qui est l'opéra de Wagner, où vous avez le Chevalier Rouge. Alors, dans les premières versions, je crois, si je ne me trompe pas, dans la première version de Chrétien III, Perceval va tuer le Chevalier Rouge et du coup, ça va lui permettre d'asseoir sa virilité. Dans d'autres versions, donc dans celle de Wagner, le chevalier rouge est un chevalier qui a été rejeté, parce qu'il n'a pas pu être pur. Alors pour certains, soit il se castre, soit il est castré, et même finalement, le fait d'être castré ne lui permet pas de retrouver sa pureté, comme si ça se trouvait à un autre endroit et que ça n'avait rien à voir avec quelque chose d'extérieur ou d'attribut de notre corps. C'est beaucoup plus profond, hein, la pureté, et ça c'est quelque chose qui est aussi très intéressant en lien avec Pluton, le désir, notre sexualité, notamment avec Mars, et qu'est-ce que ça veut vraiment dire être pur, hein. Ça ne veut pas forcément dire être chaste, ou être chaste, ou ne pas être chaste ne veut pas forcément dire être impur. Et du coup, ce chevalier rouge qui s'appelle, je ne sais pas si je le prononce bien, Klingsor, va devenir un magicien noir, et il va créer une sorte de jardin des délices, de jardin des illusions, où certains chevaliers du Graal vont être détournés de leur quête et vont venir s'échouer. Donc, en effet, l'opposition Mars en Lion et Pluton, pardon, en Verseau, ça peut être aussi toutes les ombres, tous les magiciens noirs à l'extérieur de nous, parce que c'est une opposition, mais finalement, qui peuvent être des miroirs de certaines parties de nous-mêmes, où on va avoir un désir de contrôle, où on va vouloir corrompre notre code de la chevalerie. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, ou parce que c'est tellement séduisant, ou parce que c'est tellement beau ce jardin. Vous savez, un peu le jardin des illusions où vous passez et vous avez le chat d'Alice au pays des merveilles qui vous dit viens, hein. Donc on va vouloir utiliser aussi une forme de magie noire, c'est-à-dire ça c'est intéressant. Alors je suis pas assez spécialiste, mais moi ce qui me venait, puis j'ai eu une suspension, c'était le fait que, en effet, avec Pluton, on est amené à faire une transformation alchimique. Mais la magie noire, ce serait quels outils on utilise pour accélérer une transformation ou pour trop influer la matière. Vous voyez, vraiment, que ce soit au détriment, quelque part, de la lumière, de la pureté ou de certaines vertus. Donc, c'est vrai qu'il y a un désir dans cet aspect de purifier les choses, de renouveler les choses, de transformer les choses. Ça peut être aller aussi regarder nos ressentiments, la vengeance, la colère sourde, hein. Souvent, Mars, il peut aussi avoir l'impression en Lion qu'il a pourtant envie d'aller dans la lumière, mais pourtant il se bat contre des choses invisibles, il se bat contre ses pulsions, sa volonté de pouvoir, hein. Que va faire Pluton dans sa lumière? Eh ben, il va nous mettre en pleine face, que ce soit dans le jeu de miroir, quand ce soit dans les jeux de rencontres ou dans ce qui nous entoure, finalement tous les endroits où on pourrait aussi se mentir, où les choses qui motivent nos actions, nos motivations profondes sont fausses, hein. Il y a quelque chose
il y a une sagesse dans Pluton qu'on n'aime pas voir, c'est que Pluton, c'était Sportas qui nous disait ça, il vient rééquilibrer les lois naturelles. Donc il va nous montrer là où on a des excès, là où quelque part on utilise mal notre force, notre créativité et notre énergie vitale. Mais c'est vrai qu'il est assez intransigeant parce que Pluton, c'est celui qui va vraiment vous enlever toutes les fausses couches, toutes les fausses identités. Vous savez, comme parfois on associe le lion au lion de Némée, toutes les fausses peaux de lion, même tous les faux masques d'être un guerrier de lumière avec Mars en lion, de vrai pour quelque chose, de juste. Il y a vraiment une sorte d'intransigeance qui peut nous emmener dans des endroits pas du tout confortables, hein, dans les domaines plutoniens, où on va devoir accepter de mourir à certaines peaux, de nous transformer et d'enlever vraiment toutes les fausses couches, hein. Dans certaines versions antiques, Pluton, il libérait les âmes et vous permettait de devenir quelqu'un de vertueux, mais quand vous aviez abandonné vos attachements à votre corps physique. On pourrait dire quels sont les attachements d'un Mars en Lion, bah, l'attachement à la personnalité, à vouloir être reconnu par ses actions pour lui-même. Donc, il introduit, surtout qu'il est en Verseau, donc Verseau, c'est un signe de désintéressement. Est-ce qu'on est vraiment désintéressé et du coup, est-ce qu'on utilise juste notre personnalité de Mars en Lion, c'est-à-dire notre habit terrestre de personnalité pour œuvrer vraiment pour quelque chose qui contribue à des valeurs d'un soleil en taureau qui régénère la Terre. Il y a aussi une dimension de Pluton qui peut venir réveiller toutes les mémoires, comme je vous le disais, archaïques du collectif, donc toutes les ombres du collectif, et comment justement on se positionne face à ça, comment on choisit dans Mars en Lion de quand même continuer à œuvrer pour quelque chose qui nous semble noble et vertueux, même si on fait face à des choses qui nous dépassent complètement, hein. Donc, vous voyez que c'est une semaine exigeante. Rappelez-vous quand même qu'il y a Vénus-Saturne qui nous appelle, qui nous rappelle l'étoile du Nord avec le nœud Nord, d'aller vers cette maîtrise et cette responsabilité aussi de garder la foi, la joie. Je ne sais pas si vous avez entendu, je crois que certains entendaient dans les séances, donc vous avez peut-être entendu, les oiseaux sont à cœur joie, parce qu'ici c'est la semaine sainte, donc il y a, alors c'est pas calme, il y a beaucoup de processions, mais du coup il y a beaucoup moins de voitures et beaucoup moins de circulation, donc on entend beaucoup plus les oiseaux. Donc, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Je reste disponible pour les révolutions solaires des taureaux et pour ceux du bélier, parce que je ne les avais pas proposés un peu en retard, ou pour d'autres consultations. N'hésitez pas à m'écrire tout est mis en lien dessous.